Je vais très rapidement me présenter. Donc, je m'appelle Alain Libartowski, je suis médecin, je travaille à l'Institut Curie. Comme vous le savez certainement, est à la fois un hôpital spécialisé dans le traitement et la prise en charge du cancer et un centre de recherche. Et donc, j'ai choisi un titre volontairement accrocheur, le Google 3.0 du cancer, en espérant que vous n'allez pas être déçus entre le titre et la présentation. Et ça fait suite à une présentation qui a eu lieu sur ce même stand autour du projet Consort. Et vous allez voir que c'est en fait, c'est un peu le même sujet, mais là, on a un petit peu plus de temps pour l'évoquer. Donc la question, c'est pourquoi avoir appelé ça un Google 3.0 ? Alors, on est aujourd'hui de la génération dite Google, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a un problème qui se pose, on ouvre un moteur de recherche, on pose une question pratiquement en langage naturel. Donc si on veut ici, par exemple, c'est une photocopie d'écran où je vais avoir des informations sur cancer de la peau, cancer du côlon. Je tape en toutes lettres. D'ailleurs, j'ai même les mots qui apparaissent en fonction de la fréquence de façon auto, qui se tape simplement le mot cancer et les premiers thèmes interviennent. J'appuie sur le bouton, un clic, et en moins d'une seconde, j'ai des milliers de documents sur cette maladie. Et donc la question qui se pose, c'est pourquoi à l'hôpital, ce n'est pas possible? Pourquoi ça ne serait pas possible? Pourquoi je ne suis pas capable, lorsque je sais qu'il y a des centaines d'informations, des milliers de documents qui rentrent dans mon système d'information, je ne peux pas avoir les mêmes outils? Et pire, alors que je sais que d'autres hôpitaux en France ont le même type d'informations, pourquoi je peux poser la question et avoir les données sur des documents qui sont partout éparpillés par le monde et je ne peux pas interroger l'hôpital qui se trouve juste à côté de moi? Et en fait, l'idée qui a été au départ initiée par Unicancer, donc la fédération qui regroupe les 20 centres de lutte contre le cancer, c'est de lancer un projet qu'ils ont appelé Consort, pour Continuum Soins Recherche, avec la même idée, c'est-à-dire de pouvoir poser des questions et d'avoir la réponse de façon immédiate. On peut accepter, lorsqu'on a des milliers et des milliers de documents, d'attendre quelques secondes, mais guère plus. Et donc le Google 3.0 du cancer, c'est ça. C'est-à-dire, c'est que des hôpitaux qui prennent en charge des patients atteints de cancer, lorsque des informations, on sait qu'elles sont dans les ordinateurs, dans les disques des ordinateurs, on doit pouvoir poser n'importe quelle question et avoir la réponse en moins d'une seconde. Alors, poser comme ça, je pourrais m'arrêter là en disant que le problème est simplement posé. On sait que c'est possible, puisque Google le fait, et on sait que derrière, ça pose énormément de problèmes, et c'est un peu ça dont on va parler tout de suite. Alors, pourquoi Web 3.0 ? Alors, le Web 1.0, c'est celui qu'on connaît tous, c'est-à-dire c'est le Google documentaire dans lequel on pose une question et on recueille des documents. C'est les pages web que l'on connaît aujourd'hui. Le Web 2.0, ça serait celui dans lequel les acteurs interviennent entre eux. Donc, ça peut être les communautés, les forums. Si dans le Web 1.0, on reçoit de l'information, dans le Web 2.0, on peut donner de l'information et échanger entre utilisateurs. Le Web 3.0, ce serait non seulement celui des objets connectés, mais dont on ne va pas parler aujourd'hui, ça serait celui pour lequel on pose des questions et on récupère des données. C'est-à-dire qu'on peut les exploiter. Alors que dans le web type Google qu'on connaît, on ne peut pas exploiter les données. On reçoit des documents, mais on ne peut pas les exploiter. Donc ce serait un système dans lequel on pose des questions, on a des données structurées ou pas, et on peut les exploiter pour les analyser. Je ne parlerai pas du Web 4.0 parce que lorsque j'ai fait le titre, il y a quelqu'un qui m'a dit que j'étais déjà en retard et qu'en fait le 3.0 s'était déjà dépassé. Et en fait, on en était maintenant au Web 4.0. Alors il paraît d'ailleurs qu'il y a une conférence, et à mon avis il y a quelqu'un qui l'a fait exprès, qui a appelé sa conférence Web 4.0. Alors le Web 4.0, ce serait celui où il y a en plus des agents intelligents qui non seulement sur lesquels vous posez des questions, mais en plus ils vous donnent des réponses à laquelle vous n'avez pas pensé.
Ou alors, ça serait celui pour lequel on récupérerait les informations, par exemple, du séquençage au débit. C'est-à-dire qu'on imaginerait que tous les patients, on les séquence, on séquence leur tumeur, qu'on en recueille des informations, et non seulement les informations sur la vie réelle, on a des informations sur le dossier du patient, et en plus on aurait des informations sur, par exemple, leur gène. Aujourd'hui, je crois pouvoir dire que c'est encore du domaine du fantasme. En tout cas, pour ma part, je suis désolé, mais je m'arrêterai au Web 3.0. Alors, le Web 3.0, c'est donc le web sémantique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, premièrement, on utilise, c'est du web. Ça veut dire qu'on utilise toutes les technologies disponibles sur le web, c'est-à-dire qu'il existe un consortium au niveau mondial qui permet, en gros, à des systèmes complètement différents de se comprendre. Lorsqu'on pose une question, on ne sait pas finalement où est l'information, mais en tout cas, on a la réponse. C'est indépendant des systèmes d'exploitation, c'est indépendant des logiciels, c'est indépendant des logiciels, c'est indépendant des bases de données. Et surtout, et c'est ça qui va nous intéresser, c'est que ça permet d'analyser le contenu, le sens des mots, le sens des phrases. Et bien sûr, comme vous le savez, les données sont essentiellement sur le web non structuré. Et donc, éventuellement, c'est de pouvoir structurer l'information pour pouvoir en retirer de l'information et de la connaissance. Tout ça, bien sûr, pour pouvoir mieux interpréter les données, notamment du dossier médical, on va en reparler, pour essayer de comprendre, essayer de classer et les analyser. Alors, je crois que je ne l'ai pas dit, mais en fait, ça va se voir assez rapidement. Je ne suis pas du tout informaticien. Je suis médecin, donc il y a des choses de lesquelles je ne vais pas parler, mais je vais quand même évoquer quelques mots et les informaticiens vont comprendre. En gros, on avait l'habitude, en tout cas quand on essayait de nous expliquer, quand on parlait entre médecins et informaticiens, on savait qu'il y avait des systèmes qui s'appelaient les bases de données relationnelles, et en fait tout ça était rangé. Alors vous les connaissez, Oracle, MySQL, enfin d'autres systèmes. Et c'était ça qui faisait que les hôpitaux fonctionnaient tous sur ces systèmes-là. Aujourd'hui, c'est d'autres technologies qui sont utilisées, qui s'appellent les bases NoSQL, mais je n'irai pas beaucoup plus loin, mais en gros, ça permet probablement de traiter des quantités beaucoup plus considérables d'informations et surtout de traiter des informations non structurées. Et puis après, on fait appel à des langages, comme le langage RDF, on fait appel à des ontologies. Je vous ai expliqué tout à l'heure, enfin, à ma façon, ce que c'est qu'une ontologie. Parce qu'il y a des choses dont on entend beaucoup parler, mais ce n'est pas toujours très clair dans la tête des gens. Pierre, je ne sais pas si l'ontologie, toi tu as dû entendre beaucoup parler, si c'est très clair pour toi. Donc je vais expliquer assez clairement, en tout cas pour un médecin comme nous, ce que c'est qu'une ontologie. Et on parle de triple RDF, du RI, etc. Donc c'est des technologies en fait qui sont toutes issues du web. Et c'est bien sûr ça qui permet de communiquer en dehors de son propre système d'information parce que c'est ouvert sur le monde. Alors là, enfin, c'est une deuxième diapo où là aussi il y a quelques mots techniques. Bien sûr, tous ceux qui, de près ou de loin, s'intéressent à l'informatique utilisent le langage SQL. Aujourd'hui, c'est un autre langage qu'il faut apprendre, le SparkQL, parce que c'est ça qui permet de lire les bases de données qui sont stockées selon le modèle RDF. Et puis surtout, et ça c'est fondamental, c'est qu'en fait, l'objectif, c'est que tout le monde essaye de parler le même langage, en tout cas la même structuration des données. Et donc là, il existe, de par le monde, des référentiels qui sont gérés de façon de telle sorte que tout le monde puisse les rentrer dans son système et les interroger. Alors, il y a des techniques qui sont assez simples, d'avoir des référentiels, par exemple la SIMP pour être rangée comme un référentiel, sauf que, comme vous le savez, on n'est pas capable, nous médecins, d'utiliser tous le même référentiel, et surtout qu'il y a des référentiels qui se recoupent. La SIM10 se recoupe avec la SIMO3, avec la SNOMED, avec d'autres référentiels, et donc se pose à un moment la question, pour un médecin, de poser une question, et finalement, quel que soit le référentiel utilisé, d'avoir toujours la même réponse. Donc ça, c'était le premier point sur lequel je suis passé assez vite, puisque c'est des problèmes techniques, simplement pour dire que, en gros, le Web 3.0 fait appel à des technologies existantes. Le deuxième problème, c'est est-ce que le cancer est un modèle qui permet, enfin en tout cas qui est intéressant? Alors la réponse
Et oui, c'est un modèle qui est particulièrement intéressant. Alors, tout d'abord parce que c'est une des rares maladies dans lesquelles on a un diagnostic de certitude. C'est un diagnostic anatomopathologique et en fait, quand vous faites toute la médecine, il y a assez peu de maladies dans lesquelles on a un diagnostic de certitude. C'est parfois par rapport à une norme, une glycémie par exemple qui est plus ou moins élevée, mais souvent on n'a pas de diagnostic de certitude. Alors, j'ai tendance à dire qu'il y a un autre exemple qu'on peut prendre en médecine dans lequel on a un diagnostic de certitude, c'est la grossesse. Mais le diagnostic de certitude, je dirais, on l'a à la fin. On sait comment ça finit la grossesse, et donc on a une certitude qu'il y a eu une grossesse. Le cancer, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on a le diagnostic au début, et on ne sait pas comment ça finit. Mais dans les deux cas, on a un diagnostic de certitude. Et si vous voulez, au cours du débat, si vous êtes d'accord, je vous poserai la question pour savoir s'il existe une autre... Alors, vous allez me dire, la grossesse, c'est pas une maladie. Mais enfin, ça a été tellement médicalisé que, bon, en gros, on l'apprend dans l'étude de médecine, quoi. Mais est-ce qu'il y a d'autres exemples en médecine dans lesquels on a un diagnostic de certitude? Eh ben, c'est pas si fréquent que ça. Et donc, le cancer est un modèle intéressant pour cela. Deuxième chose, c'est une prise en charge essentiellement hospitalière par rapport à toutes les autres maladies chroniques. Et donc, ça veut dire que, alors quand je dis hospitalière, ça peut être public ou privé, mais c'est une prise en charge essentiellement hospitalière. Et donc, ça veut dire que les données, elles sont à l'hôpital, elles sont dans les structures hospitalières, et donc elles sont très riches. Parce que aujourd'hui, un hôpital ne fonctionne plus sans données numérisées. Tout est numérisé. Donc, ça veut dire que ces données, elles existent. Et bien sûr, tout de suite, je vais dire que les données ne sont pas uniquement hospitalières. Elles sont aussi en ville, elles sont aussi chez les patients. Et donc, c'est une des limites du système. Si on n'a que des données hospitalières, on n'a pas toute l'histoire de la maladie. D'autant que, de plus en plus, les patients sont traités à domicile, sur des traitements à domicile, et donc là, les données ne sont pas forcément recueillies au niveau de l'hôpital. Deuxième chose qui est très intéressante dans le domaine du cancer, c'est que les progrès sont à la fois très rapides et à la fois très insuffisants. En gros, aujourd'hui, on a à peu près... on contrôle assez bien la maladie hypertension artérielle, on contrôle assez bien la maladie diabétique, on contrôle assez bien les maladies infectieuses. On a fait énormément de progrès en cancérologie, et je pense que les gens qui commencent à avoir des cheveux blancs ou gris peuvent témoigner comme quoi les progrès ont été absolument considérables, mais en même temps, c'est très insuffisant. Et donc il y a des progrès, il y a énormément encore de recherche à faire dans ce domaine. La deuxième chose qui est très importante, c'est de comprendre qu'on parlait du cancer, on parlait de la maladie cancéreuse, et en fait, plus on avance dans la compréhension de la maladie, plus on est face à une multitude de maladies qui sont pour certaines des maladies orphelines. Là aussi, je donne souvent cet exemple quand j'ai commencé mes études de médecine. On disait que le cancer bronchique, il y en avait deux types. Et ça reste encore pas complètement faux. Aujourd'hui, on disait qu'il y avait le cancer à petites cellules et le cancer à grandes cellules. Alors, les cancers à petites cellules, c'est parce que les cellules avaient la taille d'un lymphocyte. On disait qu'elles étaient petites. Et le cancer à grandes cellules, elles étaient beaucoup plus grosses, à peu près 10 fois la taille d'un lymphocyte. Et avec ça, on faisait de la médecine. On traitait les patients. Alors, c'était bien sûr insuffisant comme classification. Et les cancers à grandes cellules, en gros, on les traitait tous pareil, quel que soit le caractère anatomopathologique ou biologique. Et il y en a même qui traitaient pareil le cancer à petites cellules et le cancer à grandes cellules, et ils avaient à peu près les mêmes résultats que les autres. C'est-à-dire que les résultats étaient quand même très mauvais. Et donc aujourd'hui, grâce à ce qu'on appelle la médecine de précision, on sait, par exemple, parfois détecter une mutation au niveau de l'ADN tumoral en disant que cette mutation, elle est responsable d'une... elle est un des facteurs de la cancérogénèse. Ce n'est pas forcément le facteur qui est à l'origine du cancer, mais en tout cas, c'est un facteur sur lequel on peut agir. On dit que, en gros, la mutation, elle est drogable. C'est-à-dire qu'il y a une drogue qui peut être donnée lorsque cette mutation existe. Ensuite, les progrès sont considérables en biologie, donc je vais y passer rapidement, mais aujourd'hui, même pas forcément en séquençant complètement la tumeur, mais en séquençant parfois une partie du gène, on arrive à avoir des informations précises sur le type de maladie, et les progrès sont aussi considérables en imagerie. Aujourd'hui, les patients, ils passent sans arrêt sous le scanner, sans arrêt sous l'IRM. Jusqu'à maintenant, ça nous était pour le diagnostic, mais on ne savait pas traiter automatiquement l'image. Et en fait, les nouvelles technologies, mais c'est très récent, c'est depuis 2, 3, 4 ans, aujourd'hui, on commence à avoir les outils pour des traitements automatiques de l'image. Et vous imaginez que compte tenu des données considérables qu'on a accumulées ces dernières années,
eh bien, par exemple, il y a des sociétés aujourd'hui qui achètent des sociétés qui vendent des... par exemple, on dit que Dell a acheté un PAX. Ils n'ont pas acheté le PAX pour pouvoir vendre du PAX. Ils ont acheté le PAX parce que ça leur donne accès à des centaines de milliers de scanners. Et c'est ça qu'ils vont utiliser. Un hôpital qui a des téraoctets de données d'imagerie, qu'on sait aujourd'hui de traiter de façon malade par malade, demain on saura probablement les comparer et donc faire des progrès considérables en imagerie. Mais c'est aussi vrai en biologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les lames d'histopathologie sont, en gros, elles sont lues au microscope, mais demain elles vont être numérisées, et donc, ou c'est parfois déjà le cas, et donc là aussi un traitement automatique de l'image va pouvoir se mettre en place. Et puis, en cancérologie, c'est vrai dans d'autres disciplines, mais ça c'est vrai en cancérologie, il existe des structures qui existent avec des coopérations qui existent depuis de très nombreuses années. Donc j'ai parlé d'Unicancer, qui est donc qui fait non seulement qui s'occupe de l'organisation des centres de contrôle de cancer, qui en gros qui défend les centres de contrôle de cancer, mais en même temps c'est dans ces organismes que se mettent en place des essais cliniques qui sont déjà coopératifs, et donc les gens ont déjà l'habitude de travailler ensemble. Et puis il existe par exemple les CIRI, qui sont les centres intégrés de recherche sur le cancer, où des équipes académiques, hospitalo-universitaires, échangent déjà sur des progrès, sur des programmes qui à la fois incluent de la médecine et de la biologie. Et puis il y a une structure qui s'est mise en place il y a plusieurs années, c'est le premier plan Chirac, l'Institut national du cancer, qui là aussi est une structure qui nous aide énormément, parce que l'objectif, bien sûr, c'est que tous les cancérologues essayent de parler soit le même langage, soit d'avoir des protocoles assez proches. Et donc, bien sûr, cette structure facilite les échanges et les coopérations. Et finalement, par rapport à d'autres disciplines, on a l'impression qu'il y a beaucoup de batailles de chapelle. Finalement, les cancérologues, je pense, à cause du fait qu'on a tellement de progrès à faire, finalement, on a l'impression que les problèmes de pouvoir et donc se posent moins et que les échanges de données sont plus faciles. Donc, tout ça pour dire que le cancer est un modèle très intéressant. Mais aussi, quand je dis ça, ça veut dire que probablement, si on fait des progrès dans le traitement de l'information des malades atteints de cancer, bien sûr, l'idée, c'est que ça puisse être utilisé dans d'autres pathologies. Alors, cette diapositive, c'est pour dire qu'on ne va pas parler du 4.0. C'est-à-dire que dans les années 2000, il y a un article qui est resté très célèbre, qui est paru dans Cell, où on essayait de voir finalement comment on était capable de diviser les différents mécanismes qui étaient à l'origine du cancer. Et donc on parlait de gènes suppresseurs du cancer, on parlait d'activation de la invasive, on parlait beaucoup d'angiogénèse, on parlait de mort cellulaire programmée. Et en 10 ans, les choses ont considérablement augmenté. Et donc aujourd'hui, par exemple, on a rajouté le fait que l'installabilité du génome, c'est quelque chose qui est apparu dans les 10 dernières années. Les mutations qui ont été mises en évidence, c'est apparu aussi dans les 10 dernières années. Et vous voyez qu'aujourd'hui, qu'on considère qu'il y a à peu près une dizaine de mécanismes biologiques qui sont impliqués, et pas forcément de façon isolée, parfois de façon combinée. Tout ça pour comprendre que la maladie cancéreuse est une maladie sur le plan biologique excessivement complexe, et qu'un des facteurs qui est la mutation, par exemple, au niveau d'un gène, il faut bien comprendre que ce n'est sûrement pas le seul facteur à l'origine du cancer. Tout ça pour dire que ce n'est pas parce qu'on va analyser le génome des patients atteints de cancer qu'on va comprendre la cancérogénèse. À titre, juste pour illustrer ça, aujourd'hui on a comme je vous l'ai dit, des mutations qui sont activatrices et pour lesquelles on a des drogues qui sont capables de lutter contre ces mutations activatrices et qui sont excessivement efficaces et très rapidement. Et pratiquement dans 100% des cas, en matière de tumeurs solides en tout cas, eh bien, un mécanisme de résistance apparaît. Ça veut dire que les choses sont beaucoup plus compliquées que simplement une mutation d'un gène. Et quand on parle gène, on n'entend que exome. Et l'exome, c'est 1% de l'ADN. Ça veut dire qu'on ne sait pas ce qui se passe au niveau de 99% du génome. Donc vous voyez qu'il y a encore non seulement énormément de progrès à faire, mais c'est surtout beaucoup plus compliqué qu'on l'imagine, et ce n'est pas simplement un gène, un médicament, un traitement, une guérison. Ah oui, alors ça c'était justement l'introduction. Excusez-moi, mais c'est parce qu'il paraît qu'il faut que je tienne plus d'1 heure.
Donc l'introduction est longue. Donc ça, c'est le premier mouvement. Maintenant, deuxième mouvement, de quoi va-t-on parler? Alors, on va essayer de définir le problème. Mais si vous voulez poser des questions au milieu, vous pouvez, hein, parce que... C'est bon? Parce que je fais à la fois l'orateur et en même temps, je pose... C'est moi qui distribue la parole et qui donne le micro. Non, c'est bon, continue. Bon. Alors, on va parler donc du problème. On va parler de l'initiative de consort sur lequel on s'appuie énormément pour mettre en place ce dont on rêve, hein, c'est-à-dire le Google 3.0 du cancer. Et on va parler de quelques problèmes à résoudre. Certains, à notre avis, sont en passe d'être résolus et d'autres pas du tout. Et puis on va voir si on est capable d'avoir des perspectives sur les prochaines années. Donc le premier problème, c'est qu'on est face à un océan de données qui sont dans les ordinateurs des disques durs, qui augmentent de façon absolument considérable, qui sont dans des systèmes qui ne sont pas forcément bien communicants entre eux. Et en général, quand on pose une question sur un sujet, on arrive à poser la question, par exemple, combien on a de données qui correspondent dans notre biobanque, mais si on veut les relier au dossier médical, ben aujourd'hui on ne peut pas. Si on veut les relier pour savoir si le patient, on a tel et tel type d'image, ben on ne peut pas. Et bien sûr, je ne parle même pas des données ditomiques qui sont souvent dans des systèmes qui sont des systèmes de recherche et pour lesquels le lien entre les données cliniques, les données d'imagerie, les données biologiques et les données de recherche sont très difficiles. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que les données augmentent de façon absolument considérable. Donc là, à titre d'exemple, c'est simplement les données de l'Institut Curie, mais imaginez que c'est multiplié au niveau des 20 centres. Donc 400 000 patients, 20 centres, ça doit faire à peu près au moins 10 fois plus, 4 millions de patients. Là, j'ai mis 10 millions de documents, donc si c'est 10 fois plus, ça fait 100 millions de documents. Ces informations, elles existent, elles dorment dans les ordinateurs. Aujourd'hui, on ne sait pas les exploiter. Pareil pour les images. Donc, nous, de toute façon, tout le monde est numérisé. Aujourd'hui, si vous voulez acheter une machine à écrire Olivetti, à part Opus, ça n'existe pas. Donc, toutes les images, toutes les informations sont forcément numérisées. Donc, c'est-à-dire qu'elles existent. On ne sait pas forcément les faire sortir, on sait les faire rentrer, mais on ne sait pas forcément les faire sortir. Mais en tout cas, les informations, elles existent. Si, par exemple, je veux poser une question très simple, enfin, en tout cas, moi qui m'intéresse, je m'intéresse à la cancérologie, je voudrais savoir, par exemple, dans mon hôpital, simplement dans mon hôpital, combien de cancers du sein traités par monothérapie depuis 2010, quels sont, par classe thérapeutique, les effets secondaires. Ben, aujourd'hui, je suis bien sûr incapable de répondre à la question pour deux raisons. D'abord parce que c'est des données qui sont des données enfouies dans le dossier médical, ne sont pas forcément structurées. Et c'est des données qui m'intéressent, mais à laquelle je ne peux pas répondre. Une autre question qui m'intéresse moi personnellement, j'ai énormément de patients qui sont sous pémétrexède. Certains vont présenter une insuffisance rénale, qui vont obliger à l'arrêt du traitement alors que le traitement est encore efficace. D'autres ne vont pas présenter d'insuffisance rénale. C'est quoi la différence entre les deux? Ben, aujourd'hui, je ne sais pas. Par contre, si je vais sur Google, et je sais que j'ai lu un livre il y a quelque temps où on parlait du chien de Sherlock Holmes. Mais je ne me rappelle pas du titre de ce livre, et je ne me rappelle pas, bien sûr, du nom du chien de Sherlock Holmes. Eh bien, faites l'expérience, vous tapez chien Sherlock Holmes sur Google, en quelques centièmes de seconde, vous avez la réponse. Donc je ne vois pas pourquoi, quand je me pose une... Et puis en plus, ça si vous êtes sur un ordinateur, mais vous pouvez être très bien dans la forêt, une montagne, aujourd'hui il y a très peu de zones blanches, vous posez la même question alors que vous êtes peut-être sur un bateau, c'est pas possible, mais n'importe où dans le monde, vous posez la même question et vous avez la réponse. Moi, je suis dans mon hôpital. Il y a une numération qui a été faite dans le laboratoire d'à côté. Et ben, pour récupérer l'information, c'est soit... Ça vous fait rire, vous? Ben, on voit que vous ne travaillez pas à l'hôpital. Hein. Ben, c'est pas drôle, parce que quand la numération a été faite dans le laboratoire d'à côté, c'est impossible d'avoir le résultat autrement que par fax, que par système qui sont... etc. Donc, c'est pas normal. Alors, évidemment, il peut y avoir des choses encore plus compliquées que se posent cette fois-ci les chercheurs. On a des patients qui sont traités pour un mélanome de la choroïde, qui sont vivants et pourtant qui avaient un risque génétique élevé au départ et qui n'ont fait ou qui n'ont pas fait de maladie métastatique dans les 5 ans. Est-ce que j'ai des tissus congelés pour pouvoir réanalyser ces patients et essayer de comprendre ce qui s'est passé? J'ai des patients
qui ont un cancer du sein triple négatif, qui ont des mutations BRCA1, une amplification d'une région du gène, qui sont traités par chimiothérapie néoadjuvante et qui ont une réponse complète. C'est sûr que ces patients-là, ce n'est pas les mêmes que les autres. C'est 10 à 15%. Eh bien, je veux savoir, je suis certain que si je comprends pourquoi ces patients ont 15% de réponse complète, je comprendrai mieux la maladie métastatique et la maladie du cancer du sein. Ben, ces données, elles sont soit cliniques, soit biologiques. Je vous ai fait j'ai pas parlé des images, mais on pourrait aussi avoir une question un peu plus complexe sur les images. Mais aujourd'hui, on n'a pas la réponse. Donc le problème, c'est de pouvoir intégrer toutes ces données. Alors pourquoi faire? Alors, déjà pour les consulter. Simplement les regarder à l'écran. Éventuellement, ensuite, pour les analyser. Éventuellement, les extraire pour les envoyer dans des systèmes d'analyse statistiques pour essayer de comprendre, de comparer, par exemple, avec des problèmes simples sur le plan statistique. Je ne parle même pas des problèmes très compliqués de statistiques nouvelles, mais simplement liquideux. Aujourd'hui, je ne peux pas extraire les données pertinentes pour pouvoir structurer, les comparer, en regardant ceux qui sont les patients en réponse complète et les patients qui ne sont pas en réponse complète. Et puis, bien sûr, parce qu'on est de plus en plus face à une maladie orpheline dans le cancer, aucun centre, même hyper spécialisé, à lui tout seul, n'aura suffisamment de patients qui répondront à des critères qui sont pourtant des critères simples, qui sont dans les systèmes d'information. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je trouve des systèmes, d'où le web, d'où le Google 3.0, qui permettront d'échanger avec d'autres structures, en France bien entendu, et c'est pour ça que l'initiative d'Unicancer est si importante, mais pas seulement au niveau d'Unicancer, avec d'autres structures qui ne sont pas des centres de cancer, qui sont des centres académiques, des CHU, des cliniques, en France et bien sûr ailleurs, notamment en Europe. Parmi les problèmes qu'il faut résoudre, c'est un des problèmes, ce qu'on appelle les big data, donc ces données de problèmes de grand volume. Alors, ce que j'ai cru comprendre, c'est que comme c'est des problèmes de grand volume, ça pose des problèmes d'exploitation. C'est-à-dire pas tellement des problèmes d'archivage, parce qu'en gros, aujourd'hui, vous allez à la FNAC, vous achetez un téraoctet à 150 €. Donc l'histoire de l'archivage, tout ça, c'est de la blague. Enfin, comment dire, les disques durs, c'est de la blague. Non, mais c'est vrai. Bon. Si, c'est de la blague. Non, mais par contre, j'ai compris que ça posait des problèmes. Non, parce que c'est des informaticiens, donc c'est pour ça que je me retourne vers eux. Ils ont l'air de dire non. J'ai cru comprendre que ça posait des problèmes d'exploitation. Parce qu'on n'exploite pas des quelques kilo-octets d'un dossier médical avec des téraoctets de NGS, quoi, ou de gigaoctets de NGS ou d'images. Donc ça pose quand même des problèmes. Mais ça, on sait que sur le plan technologique, d'autres l'ont résolu. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le résoudre. On sait que c'est des problèmes qui sont des données qui sont isolées, qui sont éparpillées. Donc il faut regrouper. On a quand même des problèmes sur l'hétérogénéité. C'est des données textuelles, c'est des données non structurées qui sont très hétérogènes. Les médecins ne parlent pas exactement tous le même langage. On sait qu'à Lyon, par exemple, quand on interroge Lyon, je ne sais pas si je vais le dire, mais enfin, non, je ne le dis pas, non, c'est pas la peine. Enfin bon, en gros, on n'a pas la même réponse à Paris et à Lyon. Parce qu'on ne parle pas de la même chose. Enfin, c'est pas ça, c'est pas qu'on ne parle pas de la même chose, on parle de la même chose, mais on n'écrit pas les choses de la même façon. Donc on sait que c'est des données qui sont très très hétérogènes, bien sûr en termes simplement de données qui sont présentes dans les dossiers, même en données de qualité. Et donc la qualité des données sera bien sûr un problème majeur, parce que si on extrait des données de mauvaise qualité, on aura des réponses de mauvaise qualité et on fera des conclusions erronées. Donc la qualité des données est un problème absolument essentiel. En gros, il faut les rendre de qualité, ces données. Et puis c'est tout. Il n'y avait que 4 problèmes. Alors, on est face, je pense que je vais pouvoir tenir plus d'1 heure. Je crois qu'on est face à donc 2 défis qui sont, les défis qui ne sont pas des défis d'ailleurs, qui sont les défis que se pose l'informatique. Alors ce qu'ils appellent dans le big data, je dis il parce que c'est pas mon métier, hein, les 5 V. Donc ça pose un problème de volume, on l'a dit, de variété de données. Vélocité, ça veut dire quoi? En gros, elles sont mises à jour sans arrêt. Variabilité, et puis véracité, donc c'est la qualité. Et puis la médecine, et notamment la cancérologie, mais je pense que c'est vrai aussi dans d'autres disciplines, elle devient alors les 5 P. Alors en fait, dans la littérature, vous voyez les 4 P. Mais moi, pour des raisons
évidemment de symétrie, j'ai inventé un 5P. Donc il faut vite que je publie avant que d'autres publient à ma place. Mais en gros, c'est quoi? C'est la médecine dite préventive. En gros, est-ce qu'on va être capable de prévoir l'évolution des maladies beaucoup mieux qu'on le fait aujourd'hui? Aujourd'hui, par exemple, quand on dit qu'on fait un scanner tous les 3 mois ou tous les ans, c'est simplement en fonction de la Lune et du Soleil et de la rotation de la Terre. Pourquoi un cancer, il réévoluerait au bout d'un an, sous prétexte que la Lune et le Soleil, ça met un an pour tourner autour, quoi. Donc on voit bien que la médecine préventive, ça va dépendre de chaque situation. La médecine doit être personnalisée parce que on ne traite pas un enfant, un adolescent, un adulte, une personne âgée de la même façon. Et donc il faut que l'information qu'on lui fournisse soit complètement adaptée à son cas. Elle doit être prédictive, c'est-à-dire que quand on va décider un traitement, il faut qu'on ait une bonne probabilité d'être efficace, puisqu'on a une multitude de traitements possibles. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, si on prenait simplement les médicaments de la chimiothérapie anticancéreuse, en gros, c'est 100 lignes, c'est 100 médicaments différents. Elle est participative, c'est-à-dire qu'il y a un nouvel acteur qui rentre et qui est absolument fondamental et qui est un acteur d'une importance considérable qu'on avait beaucoup oublié, qui est le patient lui-même. Donc, ça veut dire que le patient lui-même a des informations qu'il doit nous communiquer, mais qu'on doit absolument recueillir et qui doit faire partie du dossier du patient lui-même. Et ça, c'est fondamental. J'ai 2 exemples. Si vous prenez l'exemple d'un patient qui est suivi par une thérapie orale et qu'on voit une fois tous les 3 mois, ben, le problème, c'est que quand il vous donne les effets secondaires qui sont survenus, ben, c'est ceux qui sont revenus dans les jours précédents. Et de toute façon, on n'a pas le temps de lui poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 3 mois? Alors, il s'est passé éventuellement beaucoup de choses. Mais comme on le voit une fois dans les dents, j'ose même pas le dire, parfois très court, ben, on ne recueille qu'un minimum d'informations. Et puis la médecine, elle est dite de précision, donc c'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, c'est-à-dire vous trouvez une mutation, elle est activatrice, vous avez une drogue, et vous donnez cette drogue, et effectivement, dans un grand pourcentage de cas, vous obtenez une réponse clinique, biologique, et qui parfois dure, excessivement rapide. Et donc ça, c'est bien sûr une révolution en cancérologie. Et donc, le problème pour nous, c'est de tenir le challenge d'assurer cette médecine préventive, personnalisée, etc., avec les nouvelles technologies qui sont issues de l'informatique, du web et du big data, et bien sûr de pouvoir progresser. Alors, je vais essentiellement donner comme exemple la médecine prédictive, participative, et puis parler un peu du volume, de la variété des données et de leur qualité. Alors d'abord, il faut que j'explique, il y a des mots aussi qui sont nouveaux pour nous. Je dis pour nous parce que c'est des choses qu'on ne connaissait pas il y a quelques années. C'est ce qu'on appelle les ontologies. Alors, on nous parle sans arrêt d'ontologie. Moi, j'en avais marre qu'on me parle d'ontologie sans comprendre ce que ça voulait dire. Donc, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je vais vous expliquer simplement ce que c'est qu'une ontologie. Je vais essayer de vous expliquer le lien entre le web 1.0 et 3.0, le rôle des data scientifiques et les outils du deep learning. C'est quoi tout ça? Vous entendez sans arrêt parler du deep learning, du data scientist, du web 1.0, du 3.0 et d'une ontologie. Je vais vous expliquer en 2 diapos ce que c'est que tout ça. Alors, il faut savoir que le big data n'est pas né au niveau de la santé, il est né essentiellement au niveau de la publicité. En gros, Google tient sa fortune sur l'analyse du comportement des consommateurs et à partir de ça, il en déduit des informations qu'il revend à des sociétés qui ont besoin d'avoir des informations sur les consommateurs pour cibler évidemment la publicité. Et c'est ces technologies qui ont été mises au point pour analyser le comportement de nous tous en tant que consommateurs, que les nouvelles technologies du big data ont été mises en place. Et ce n'est pas un hasard si les géants du web qui utilisent ces technologies se lancent dans le big data en disant que maintenant qu'en gros ils ont fait le tour de tout ce qu'on pouvait faire avec les consommateurs et la publicité, eh bien, l'avenir du big data, c'est la santé. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas ouvrir un journal, quel qu'il soit, même un journal grand public, sans qu'on vous explique que les géants du big data, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook et Apple, se lancent dans le big data dans le domaine de la santé. Le problème, c'est que là, tout ça va être financé par les publicités. Dans le domaine de la santé, il va falloir trouver un autre modèle économique que la publicité. Et là,
se pose le problème, parce que l'objectif, ça va être finalement comment tout ça va se financer, pour vendre quoi. Et là, ça pose un énorme problème, c'est que en tant que médecin et les patients ont exactement la même solution, on souhaite, en tout cas en France, qu'il y ait une cloison entre la santé et l'accès à la santé par l'argent. Alors on sait, bon, je ne vais pas vous faire un truc sur la santé un coup, mais en tout cas, la façon dont on considère le système de santé en France, c'est basé sur le fait qu'en gros, les personnes qui travaillent, qui ne sont pas malades, payent pour les personnes qui sont malades. C'est ça le système de santé. Et donc on voit bien qu'il y a on souhaite qu'il y ait une cloison assez étanche entre les problèmes de financement, etc. Et donc la question est comment va-t-on pouvoir mettre en place ces systèmes, avec quel modèle économique? Alors là, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est qu'une ontologie. Alors j'ai fait quelque chose d'assez... Alors je n'ai pas changé tous les noms, j'aurais peut-être dû. Bon, enfin bon, j'aurais peut-être dû changer les noms quand même. Alors, une ontologie, c'est ça. Alain est le mari de Dominique. Et Barbara est l'amant d'Alain. Ça, c'est une ontologie. C'est une relation entre deux individus. Donc, vous avez une donnée, le nom de la personne, un prédicat et l'amant d'eux, et une autre donnée. Alors, comment ça fonctionne, le web? Eh bien, il se trouve que quand Alain va sur les sites web, il essaye d'acheter, par exemple, des billets de train, des billets d'avion. Et puis, souvent, il est deux. Il prend 2 billets de train et 2 billets d'avion, pour monsieur et pour madame. Donc, un système de big data qui, non seulement il achète des billets de train, mais en plus, il loue des voitures. Donc, ce n'est pas anodin. Eh bien, le système du big data, il peut comprendre assez vite que Alain et Dominique voyagent souvent ensemble. Donc, il y a quelque chose. Ils sont souvent ensemble. Et comme ils prennent le train et qu'ils n'ont pas peur de prendre des billets de train sans se cacher, probablement que la relation, elle est, disons, officielle. Voilà. Ils n'ont pas peur. Donc, c'est... Voilà. Et donc, un système de big data pourrait concevoir que Alain est peut-être le mari de Dominique. Oui, sauf que Dominique, c'est un nom, on n'est pas sûr que ce soit monsieur ou une dame, parce que... ah oui, on ne sait pas. Avec le mariage, la nouvelle évolution du mariage, etc., finalement, on ne sait pas. Sauf que Alain, à chaque fois qu'il va sur le web, il utilise quand même souvent les mêmes requêtes. Hein. Puis Dominique aussi. Bon, alors, ne croyez pas que je sois sexiste, mais en gros, souvent Alain, il y a des mots qui reviennent. Porsche, BMW, sexe. Le système, le data scientist, à partir du moment où il voit que la même personne, elle tape BMW, Porsche, etc., c'est sûrement un mec. Donc, en plus, ça tombe bien parce que dans le référentiel, Alain, c'est un pronom masculin. Pas de problème. Et Dominique, il ne sait pas trop. Sauf que, à chaque fois que Dominique pose des questions sur le web, il y a parfum, sac, etc. Ça vous fait rire, vous? Et donc, peut-être que Dominique, c'est une fille. Et comme Alain va prendre souvent des billets de train avec Dominique, eh ben, le système du data scientifique et du big data fait une relation entre les deux. Par contre, il ne connaît pas Barbara. En tout cas, c'est moins net. Bon, c'est pas très grave. Pourquoi c'est pas très grave? Parce que, je vais vous citer un exemple de la vraie vie. Dominique, sa machine à laver fuit. Alain, le mari de Dominique, se dit, tiens, je vais essayer de réparer la machine à laver. Donc il va sur Google et il cherche une vidéo pour savoir comment on répare une machine à laver. Donc il tape machine à laver, il va trouver sur plein de sites, etc. Et puis il va voir comment on répare une machine à laver. Donc il sait comment on répare une machine à laver, il démonte la machine à laver, sans de peau, il n'arrive pas à la remonter. Et le jour même, voire le lendemain, Dominique reçoit sur sa boîte mail des promotions pour acheter une nouvelle machine à laver. C'est ça le web.
parce qu'il y a une ontologie qui dit que Alain est le mari de Dominique, et que comme Alain a posé une question sur la machine à laver, ça ne sert à rien d'envoyer un mail sur une publicité de machine à laver à Alain parce qu'il s'en fout. Par contre, il faut l'envoyer à Dominique. D'accord? Eh ben, c'est ça le web. Bon, il ne va pas l'envoyer à Barbara, mais elle s'en fout, Barbara, parce que de toute façon, elle ne veut pas acheter une machine à laver, Barbara. Vous avez compris ce que c'était qu'une ontologie? Là, vous avez compris. Ontologie, web, 3.0, data scientist. D'accord? Bon. Alors, donc, après, est-ce qu'on peut l'appliquer à la santé? Parce que oui, ça c'est très important ce que j'ai expliqué, mais c'est utilisé pour la publicité. Maintenant, il faut l'utiliser. Est-ce qu'on est capable d'utiliser les mêmes concepts au niveau de la santé? Et c'est là qu'Unicancer intervient. Les objectifs de consort, c'est quoi? C'est tout d'abord essayer de structurer l'information. L'information, comme vous le savez, elle est souvent dans des dossiers médicaux, enfin, le plus souvent, non structurés. Donc il y a une première question à laquelle qu'on a essayé de résoudre, c'est de structurer l'information non structurée. Pourquoi? Parce que si on veut poser des questions et qu'on puisse poser la même question au niveau non seulement de son centre, mais en intercentre, l'idéal, c'est que la structuration soit identique. Et une fois qu'on a posé la question, éventuellement avec des informations structurées, c'est de pouvoir extraire de l'information non structurée. Pas seulement avoir des listes de dossiers dans lesquels il va falloir encore à la main rentrer l'information. Non. Si l'information elle a été structurée parce qu'on peut poser la question, alors on peut l'utiliser en interrogation. Et le deuxième lien, qui est lui beaucoup plus compliqué, mais c'est ça aussi l'objectif. Il me reste 5 minutes? Ah ben c'est bon. C'est un peu trop long alors. C'est d'assurer le lien entre les données cliniques, immunologiques et ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc les objectifs de consort, mais en fait j'ai pratiquement terminé, c'est de pouvoir poser n'importe quelle question, non seulement sur les données de son centre, mais sur les données d'autres centres, en posant à la fois des questions structurées quand elles existent. Quand le mot masculin est structuré, ben, il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser. Bon, vous avez bien compris que même si ce n'est pas structuré, on peut le structurer secondairement. Mais quand c'est déjà structuré, c'est de qualité, pourquoi ne pas l'utiliser? Et ce qui est fondamental, c'est d'avoir la réponse de façon immédiate. Aujourd'hui, vous pouvez avoir la réponse quand vous cherchez des dossiers. Il faut plusieurs semaines pour avoir tous les dossiers. Alors que là, l'objectif, bien sûr, c'est d'avoir l'information immédiate. Donc là, je vais passer assez vite. Alors là, je reviens sur quelque chose qui a été présenté dans l'agora précédente, enfin 2 agoras précédentes, qui vous a déjà été présenté de façon, paraît-il, très brillante. Donc je vais passer assez vite pour être pas moins brillant. Mais en gros, aujourd'hui, il y a des données qui sont déjà recueillies au niveau de différentes sources, hein, que ce soit des données comme le dossier médical ou que ce soit des données structurées comme par exemple le PMSI, et pourquoi pas les utiliser. Lorsqu'on a lancé l'expérience, qu'on appelait la V0 ou le POC, on s'est aperçu de plusieurs choses. D'abord, sur le plan technique, ça fonctionnait. Deuxièmement, les réponses étaient immédiates, quelle que soit la taille des systèmes d'information. Et donc, ça veut dire que sur le plan technique, on a démontré, mais ça apparemment les informaticiens n'étaient pas très inquiets, que c'était possible. Par contre, comme on avait mis toutes les données en vrac, un peu comme dans une grande bassine, ben, quand on récupérait de l'information, ben, en gros, elles étaient de qualité assez médiocre. Et donc, et puis deuxièmement, le problème de l'interface n'était pas absolument convivial. C'est-à-dire que l'objectif, bien sûr, c'est que les gens, on est tous de la génération Google, donc nous, de toute façon, vous achetez un téléphone, il n'y a pas de dock. Vous achetez une tablette, il n'y a pas de dock. Vous utilisez Google, il n'y a jamais eu de dock. Donc on est sur cette génération, il ne faut pas de documentation, il faut que l'interface soit intuitive. Et ce qui est très intéressant, ce qui était très important, c'est que si vous mélangez des patients au stade initial, au stade métastatique, etc., vous ne comprenez plus rien. Donc il y a un point qui est absolument fondamental, c'est de pouvoir modéliser la maladie. Si la maladie n'est pas modélisée, en fait, vous comparez des patients en situation initiale et en situation métastatique, et bien sûr, ça n'a rien à voir. Alors la modélisation, finalement, elle est assez simple, hein. Les cancérologues se sont réunis entre eux, ils ont proposé une modélisation qui est assez simple, c'est-à-dire qu'avant d'être malade, on a des antécédents, on a éventuellement des facteurs de risque, et puis on est malade à un instant T, comme je vous l'ai dit, la date de début du diagnostic, c'est la date du diagnostic histologique, donc c'est une date qui est bien connue, elle est forcément saisie. Et puis après, l'histoire, elle est variable d'un patient à l'autre, mais malheureusement, elle est un peu toujours pareille, c'est-à-dire le patient, il a une maladie initiale, parfois il récidive, parfois non. Parfois, il a une maladie métastatique, parfois non.
Alors après, sur le plan technique, c'est souvent ça. Hein, quand vous voulez un truc qui soit hyper simple en utilisation, derrière, c'est très, très, très compliqué. Donc ça ressemble un peu à ça. Et puis après, quand il faut modéliser sur le plan informatique, c'est ça. Et puis quand il faut après dessiner comment ça fonctionne, c'est ça. Donc oui, c'est vrai que pour avoir quelque chose de très simple à l'utilisation et qui soit en gros compréhensible par un médecin moyen, eh bien derrière, il y a de l'informatique très, très compliquée. Alors, juste un mot sur les problèmes de confidentialité, consentement et CNIL. Eh bien, c'est clair que ça pose un problème qui n'existait pas jusqu'à maintenant. En gros, quand vous aviez des données hospitalières, en gros, elles vous appartenaient et vous pouviez les interroger un peu comme vous vouliez. Vous ne demandiez pas forcément l'autorisation des patients, mais en gros, vous considérez que c'était l'équipe de soins. À partir du moment où vous posez des questions en dehors de l'hôpital, que ce soit des données du patient lui-même ou des patients d'autres centres, ben, le problème se pose. Et on sait bien que la ministre vient de lancer une initiative sur Internet pour finalement comment va réagir la société, comment vont réagir les citoyens face au fait qu'on puisse utiliser, non pas pour des raisons cette fois-ci la publicité, mais pour des raisons de recherche clinique, et finalement parfois pour des choses dont on ne sait pas comment elles vont être utilisées, comment le citoyen va réagir. Et ça, c'est vrai que ça pose un problème essentiel, non seulement pour les médecins, pour les patients, mais surtout, évidemment, pour les personnes saines. Puis un mot, j'ai parlé, et je vais finir là-dessus, des données de l'hôpital, mais en fait, on est de plus en plus avec des données en vie réelle. Donc aujourd'hui, on pousse l'information vers le patient, mais de plus en plus, on va vouloir récupérer de l'information par le patient et sur les outils qu'il utilise aujourd'hui, que ce soit des objets connectés, des tablettes, des téléphones portables. Et à titre d'exemple, ce patient qui est sous chimiothérapie, on lui donne les effets secondaires potentiels, mais s'il était capable de nous dire, de les grader lui-même, c'est-à-dire oui, ils surviennent rarement ou fréquemment, ben aujourd'hui, c'est une information qui nous aiderait dans les consultations. Alors, en conclusion, et je vais finir là-dessus, est-ce qu'on est capable de poser toutes sortes de questions? La réponse est oui. Il faut que la question soit pertinente. Il faut que l'information soit présente dans le système d'information. Finalement, c'est la seule condition. Et est-ce qu'on peut la poser de façon simple et intuitive? Ben, c'est ça l'enjeu. Est-ce qu'on peut extraire des données structurées? Quand elles sont structurées, la réponse est oui, ça doit être obligatoire. Mais quand elles ne le sont pas, on doit pouvoir les structurer dans ce qu'on appelle la structuration supervisée. Et puis on doit pouvoir les partager. On doit pouvoir faire des analyses. Et en fait, à quoi ça va servir tout ça? Eh bien, certes de prédire, d'avoir des listes de patients, mais surtout de prédire l'évolution. Si vous comparez un patient avec des patients similaires, dans lesquels vous savez ce qui s'est passé à 1, 2, 3, 5 et 10 ans, vous allez pouvoir prédire l'évolution de la maladie. Et bien sûr, ça va pouvoir permettre de faire de la médecine prédictive. Ça va pouvoir aider le médecin dans le quotidien, le patient dans sa vie de tous les jours. Ça va être un outil de formation absolument exceptionnel grâce à des outils qui vont fonctionner en un clic et en moins d'une seconde. Je vous remercie.